Davantage que le bac, Parcoursup est devenu un passage initiatique suscitant angoisse et incompréhension. Comment aider les jeunes à faire leur choix? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Alors, Kidish Makanda, bonjour, de l'ESCP. Catherine Moisan, du comité éthique de Parcoursup, bonjour. Séverine Maestri, vous êtes conseillère d'orientation chez Génération 15-25, voilà, un coach, si je puis dire. Oui. Et Emma Ferrand, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors, Emma, vous connaissez bien Parcoursup, est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Oui, eh bien, depuis 2018, Parcoursup, vous l'avez dit, c'est devenu un rituel pour les futurs bacheliers et puis aussi pour les étudiants en réorientation. Alors déjà, les familles ont déjà eu un premier contact avec Parcoursup puisque depuis le 20 décembre dernier, les jeunes ont accès à cette plateforme d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi ? Eh bien, déjà pour regarder un petit peu les différentes formations qui sont proposées et des formations, il y en a plein puisqu'elles sont 23 000 justement sur cette plateforme. Et puis, ce 17 janvier, la première grande phase de Parcoursup va s'ouvrir. Les candidats devront alors s'inscrire et formuler leurs vœux. Alors, un vœu, c'est quoi ? Eh bien, jusqu'au 14 mars, les candidats doivent choisir 10 formations différentes. Ça peut être une licence, ça peut être une classe préparatoire, ça peut être un BUT. Le choix est vraiment très, très vaste. Et puis, les domaines aussi. Ça peut être dans le commerce, la psychologie, le droit, la médecine. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis, certaines formations aussi permettent de formuler jusqu'à 10 sous-vœux selon les spécialités ou bien selon les campus qui peuvent être présents dans différentes villes de France ou même à l'international. À noter aussi que pour les formations en apprentissage, il y a également 10 vœux supplémentaires qui sont possibles. Et puis, bonne nouvelle, à l'inverse de sa grande sœur APB, admission post-bac, pour Parcoursup, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de hiérarchiser ses vœux. Alors, il suffit juste de formuler ses vœux ou il y a d'autres choses à faire ? Alors, c'est le plus gros du travail, hein, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il vaut mieux s'y pencher le plus tôt possible parce que justement, quand on a une myriade justement de formations comme ça, eh bien, le choix est d'autant plus difficile. Mais les candidats doivent également finaliser leur dossier. Et puis, donc, ça comprend quoi le dossier ? Ça comprend les lettres de motivation, ça comprend aussi des travaux éventuels qui pourraient être demandés par les établissements. Mais pour ça, pas de panique, il y a un délai supplémentaire qui est accordé justement pour se consacrer à la finalisation du dossier, et c'est jusqu'au 3 avril. Et puis retenez aussi que jusqu'à cette date, les élèves doivent aussi confirmer leurs vœux. C'est super important de le faire et souvent ça peut être oublié. Mais pareil, pas de panique pour toutes ces dates, pour toutes ces échéances, puisque Parcoursup vous le rappelle régulièrement, mais c'est quand même important de se familiariser avec ce calendrier qui est assez strict. Merci Emma. Catherine Moisan, vous êtes membre du comité éthique et scientifique de Parcoursup, qui regarde de près ce système. Je parlais du stress des familles. Est-ce que les familles sont toujours autant stressées par Parcoursup ? Alors, c'est difficile de le mesurer. On ne l'a pas mesuré, ça. Mais nous, depuis 6 ans, on fait beaucoup d'auditions, on regarde ce qui s'y passe. Moi, je pense qu'il y a... Vous avez très bien dit le mot au début, on considère que c'est un rite initiatique. C'est-à-dire c'est comme si c'était one shot, quoi. Or, on est quand même dans un pays, la première cause de stress, elle n'est pas Parcoursup, elle est qu'on est dans un pays où le diplôme de formation initiale pèse le plus pour tout ce qu'on va faire après. Et on voit bien dans les candidats, vous l'avez très bien dit, qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont néo-bacheliers, qui sortent du lycée. Il y a des réorientations. Les réorientations, ça veut dire que vous avez fait 1 an dans l'enseignement supérieur ou 2 ans, puis vous vous dites, c'est pas ça, je voulais changer. Ça, c'est la chose la plus normale du monde. En France, on considère ça comme un échec, alors que ce n'est pas un échec. Reprendre des études à 35 ans, après avoir travaillé, avoir eu par exemple un BTS, avoir travaillé, se dire « mais maintenant, j'ai acquis des choses, je veux continuer », c'est une chose extrêmement souhaitable. Mais du coup, comme on se dit, il n'y a pas de salut hors du diplôme de formation initiale et de la première formation que j'aurai, c'est un stress. Maintenant, il y a quand même des choses à améliorer, et il y en a qui se sont améliorées, mais il faut continuer. C'est qu'il faut que la plateforme elle-même soit plus rapide. Ceci dit, il y a eu des progrès, parce que la première année, il y avait des délais d'attente terribles, c'était la première année. Là, il y a quand même 90% des lycéens qui ont une proposition, qui ont eu déjà en 2023, là, une proposition dès le premier jour. Donc ça avance plus rapidement.
Mais ce sur quoi, et ça va être notre sujet, hein, il faut le plus travailler, bien sûr, c'est la préparation, l'explication, évidemment, à l'orientation, très en amont, je dirais bien plus encore en amont, c'est-à-dire il faut commencer à y réfléchir, et pour ça, il faut que les deux côtés de la barrière, c'est-à-dire les lycées et l'enseignement supérieur, se parlent, se rapprochent, se connaissent mieux. Un prof ne peut pas aider ses élèves s'il ne connaît pas un peu mieux, je ne dis pas toutes les formations, parce que sur Parcoursup, il y a tout, mais je veux dire, comprennent mieux, il faut des échanges de services, il faut des discussions, il faut des immersions pour les jeunes, de façon à ce qu'ils voient réellement ce qui s'y passe. Et ça fait quand même diminuer le stress. Séverine Maestri, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux familles qui ont un jeune qui doit faire ses vœux sur Parcoursup? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Des conseils, alors aux parents ou aux étudiants ou aux deux? Aux deux. Aux parents peut-être plutôt, oui. En fait, quand on parlait de stress, c'est vrai que c'est souvent les parents qui sont stressés. C'est un projet familial finalement, souvent Parcoursup. Oui, parce que et les parents en fait s'investissent et souvent, c'est ce qu'on remarque un petit peu nous les coachs chez Génération 15-25 quand on travaille avec eux, c'est que en fait les parents souvent ils projettent en fait leur propre orientation quelques années plus tôt. Et donc, il y a des espèces d'injonctions comme ça, inconscientes chez les jeunes, qu'il est intéressant d'aller débusquer. Et puis, les parents, il faut juste leur dire que maintenant, par rapport à leur époque, il y a beaucoup plus de passerelles. Et comme vous le disiez très justement, on ne perd pas d'années quand on part un an à l'étranger, quand on fait un BTS qu'on a essayé, qu'on s'est trompé et qu'on repart vers un BUT, qu'on repart vers autre chose. En fait, on gagne en compétences et ces compétences-là, en fait, on les transfère ailleurs. Mais ce n'est pas une perte de temps. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de se stresser. Mais c'est vrai qu'on entend tellement aussi les médias diaboliser Parcoursup en disant que c'est Parcoursup qui Même décide. certains réclament sa suppression. Donc... Oui, alors qu'en fait, on se souvient à notre époque... Alors plutôt à l'extrême gauche, hein, Pas seulement. Pas seulement, et puis on se souvient tous être allés avec nos petits dossiers dans les universités pour faire la queue pendant des heures et des heures. Enfin voilà, si on Moi, peut je m'étais levée ça... à 5h du matin pour faire devant l'université de Nanterre, à mon époque, pour s'inscrire. Voilà. J'avais demandé, je voudrais faire du droit. Ah, il n'y a plus de place. Eh ben voilà. Il reste de la place où? En anglais. Bon, bah d'accord. Vous auriez C'était ça à l'époque. Hein. D'un point de vue strictement éthique, les queues dans les facs, c'était premier arrivé, premier servi. Oui. Ça, je peux vous dire qu'éthiquement, d'un point de vue égalitaire, c'est ce qu'il y a de pire. Oui. C'est ce qu'il y a de pire. Guidish Makanda, vous occupez des admissions dans une école de commerce, l'ESCP. Alors c'est vrai que l'ESCP, on connaît parce que c'est un programme grande école, mais il existe aussi un bachelor, même plusieurs, qui est proposé sur Parcoursup aussi. Il existe beaucoup de formations privées sur Parcoursup avec des frais de scolarité parfois très élevés. Ça peut surprendre. Quel est le critère finalement pour une école privée pour justifier sa présence? Est-ce que toutes les écoles privées peuvent figurer sur Parcoursup? Alors, ce que je peux vous dire sur ESCP, qui est une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, c'est que c'est une école avec des diplômes qui sont labellisés. Donc, je pense que le fait que le diplôme soit labellisé fait que nous avons l'obligation de passer par Parcoursup. Après, il y a des subtilités, parce que ESCP est une école européenne. Donc, nous avons des campus sur 6 pays au niveau européen. Et donc, on a dû avoir différents systèmes pour faire entrer les étudiants chez nous. Donc, via Parcoursup, pour tous les diplômes français, le bac français avec la possibilité de commencer à Paris. Et ceux qui sont en dehors du bac français, puisqu'on a beaucoup d'internationaux, ce qui est vraiment l'essence de l'école, eux peuvent passer en direct sur notre site pour candidater. Donc nous gérons en fait 2 modes d'admission, même plus, avec UCAS et d'autres. Voilà, plusieurs modes d'admission pour le même programme. Catherine Moisan, je vous permets de rebondir un peu sur cette question des écoles privées, parce qu'il y en a beaucoup, et parfois on se demande mais quel est finalement le critère pour figurer sur Parcoursup? Alors, c'est pas Parcoursup qui décide. C'est une plateforme d'admission. Parcoursup, il n'a pas à dire que cette école-là est légitime pour être sur Parcoursup ou pas. C'est pas Parcoursup de le dire. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui donne des labels. Il y a le label que, par exemple, a l'ESCP, mais il y en a d'autres. Le visa, en fait, tout simplement. Oui, puis bon, c'est une école à but non lucratif. Vous avez, par exemple, les instituts catholiques, comme ce qu'on appelle la Catho de Lille, la Catho de Paris, qui ne peuvent pas délivrer les licences, mais qui les délivrent en liaison avec une université, et qui sont,
tout à fait. Je veux dire, voilà. Vous avez aussi, que vous dites des écoles privées, mais ce sont des formations privées, vous avez tous les lycées privés sous contrat. Bien sûr. Il ne faut pas les oublier quand même, ils sont nombreux qui délivrent beaucoup de formations. Et puis, il y a aussi eu de plus en plus de formations, et à chaque fois, alors, la question des labels, c'est une question extrêmement complexe, qui est actuellement en discussion au ministère de l'Enseignement supérieur, très très compliquée pour savoir, parce qu'il y a la reconnaissance de la formation et la reconnaissance du diplôme, qui n'est pas la même chose. Par exemple, pour les diplômes professionnels, un diplôme doit être reconnu, ce qu'on appelle le RNSCP, c'est-à-dire le répertoire national des compétences professionnelles. C'est un titre du ministère du Travail, C'est un titre du ministère du Travail, absolument. Donc là, vous avez le ministère du Travail qui reconnaît le diplôme. Après, vous avez le ministère de l'Enseignement supérieur qui... Avec le visa et le grade. Après, vous avez le ministère de l'Éducation, vous pouvez avoir le ministère de l'Agriculture, vous pouvez avoir... Parfois, pour les familles, c'est un peu perturbant. Pour les familles, ce qui est important pour les familles, c'est qu'ils sachent, et ça peut s'améliorer. Sur la plateforme Parcoursup, vous avez eu des gros progrès où vous avez ces labels, mais vous avez aussi le prix que coûte l'inscription pour un an. Ça, c'était la première fois en 2023. Hein. Génial qu'on n'a pas les prix. Avant, il n'y avait pas les prix. Ah non. Et on n'a pas les prix d'inscription dans une école ou un collège privé. Je ne sais pas si vous les avez publiquement. Moi, je n'ai jamais pu les avoir à l'ADEP. Hein. Tandis que là, on les a. Donc, il faudrait aller un tout petit peu plus loin pour essayer, mais... Nous, on y réfléchit, mais ce n'est pas seulement à nous, pour essayer de encore mieux informer les familles, non pas sur l'établissement, mais sur la qualité de la formation. En fait, c'est ça le sujet. Il y a un autre système, parce qu'on n'est pas les seuls dans le monde à avoir un système d'inscription dans l'enseignement supérieur. Les Anglais ont aussi leur Parcoursup. Oui, c'est UCAS. En gros, c'est la cousine britannique de notre cher Parcoursup, mais elle est plus ancienne parce que c'est un système qui existe depuis à peu près les années 90. Au total, il y a 400 établissements qui sont référencés sur UCAS. Et puis, à l'inverse de Parcoursup, les candidats ne doivent pas formuler 10 vœux, mais 5. Donc le choix est encore plus difficile, d'autant que ce sont 5 vœux qui doivent être dans la même filière. Ce qui va être différent, ça va être par exemple simplement l'établissement où les étudiants vont pouvoir candidater. Et puis les étudiants doivent aussi rédiger une lettre de motivation qui est commune à toutes les candidatures. Et puis comme c'est le cas pour certaines grandes écoles qui sont sur Parcoursup et qui font passer des concours, eh bien certains établissements qui sont présents sur UCAS peuvent aussi faire passer des entretiens. Donc vous l'aurez compris, le dossier académique et la lettre de motivation sont passés au peigne fin, mais pas que. Les activités extrascolaires sont aussi très très importantes pour candidater au Royaume-Uni. J'ai une question, Giddish Makanda. Dans le dossier scolaire, il existe une partie qui s'appelle le projet de formation motivée, la lettre de motivation. Est-ce que vous regardez les lettres de motivation ? Alors nous regardons justement, c'était l'élément important, si j'ai un message à faire passer pour tous nos élèves qui vont être sur Parcoursup, c'est de bien renseigner toutes les rubriques dans Parcoursup. Donc le projet de formation pour nous est crucial. Donc nous regardons le projet de formation, les activités extrascolaires, donc on demande des activités sportives, culturelles. On a besoin, nous, d'avoir toutes ces informations parce que la notation se fait sur la partie académique, mais aussi sur la partie extrascolaire. Donc il nous faut absolument tous ces éléments-là. Séverine Maestri, vous aidez les familles à écrire. On sait bien que ces lettres, entre nous, elles sont faites par des gens comme vous. Par des coachs ou par les parents? Non, ou par ChatGPT ou par les mamans? Effectivement, certains utilisent ChatGPT, donc il ne faut pas, parce qu'on ne peut pas duper non plus les responsables de formation, ils sont pas dupes. Non, alors je les écris pas, bien évidemment, c'est pas l'intérêt d'ailleurs, parce que c'est pas moi qui vais rentrer dans la formation, ni leurs parents, donc c'est bien eux qui doivent les écrire. Par contre, on peut les aider à se mettre en valeur, parce que ce qui est important, et que vous disiez, c'est que effectivement elles sont lues. C'est pas Parcoursup qui décide, contrairement à ce qu'on croit. C'est bien des gens derrière qui se réunissent. Là encore, comme on disait tout à l'heure, effectivement, avant, les gens ils rentraient dans une salle, ils se mettaient autour d'une table et ils disaient tu m'élimines tous les dossiers qui sont en dessous de 12 en maths et tu me gardes tous ceux qui sont, tu m'élimines les redoublons ou tu me les gardes, etc. Donc maintenant, ça c'est Parcoursup qui le fait, mais c'est pas Parcoursup qui décide. Donc en fait, elle va être importante, la lettre de motivation et aussi
aussi le mini-CV, parce que les gens, ils recrutent des personnes avant tout. Donc, il faut que les personnes, elles matchent avec la formation. Donc, l'idée, ça va être comment est-ce qu'on explique à un jeune que quand il a monté une chaîne YouTube, qu'il a passé son diplôme de sapeur-pompier volontaire ou qu'il a fait un service civique, et ben, ça parle de lui, ça dit des choses de lui, et que justement, ça va le démarquer du voisin. Donc ça, il faut le dire, il faut expliquer les tâches qu'on a faites, il faut expliquer les compétences qu'on a acquises et en quoi ça peut être utile dans la formation. C'est important. Il y a aussi une question importante, Catherine Moisan, c'est que le jeune se pose, c'est de savoir si le niveau du lycée d'origine a un impact. J'ai encore eu une mère avant-hier au téléphone, parce que là je fais un peu hotline pour Parcoursup en ce moment, évidemment, qui me disait j'ai mis mon fils à Franklin, voilà, ce type d'établissement très sélect, et je regrette finalement parce que mon fils n'est pas premier de la classe, loin de là. Est-ce qu'il a une chance d'être finalement admis dans un bon établissement? Est-ce que finalement j'aurais pas dû le laisser dans un lycée beaucoup moins sélectif? Et cette question, c'est un peu comme un marronnier, on appelle ça dans notre jargon au Figaro, et c'est la question que se posent tous les parents. Alors premièrement, tous les parents ne se posent pas cette question, c'est très spécifique à l'Île-de-France, surtout à Paris, et aux parents favorisés. Je peux vous dire que les parents qui ont des jeunes bacheliers professionnels, c'est pas cette question-là qui se pose. Mais bon, ensuite, juste un petit truc, Parcoursup sélectionne personne. C'est même pas lui qui élimine. Parcoursup, il est complètement bête, c'est un algorithme, et il donne la liste des candidats à la formation. Ce sont des humains qui décident de classer les candidats et éventuellement d'en éliminer quand ils sont sélectifs, comme les classes prépa, les IUT, les BTS, tout le monde sauf les licences. Alors, ils regardent en premier les notes, surtout quand ils ont 3000 candidats. Imaginez une fac de médecine, pour passe, je peux vous dire que c'est pas 400 candidats, je veux dire. Donc ils regardent en premier les notes. Ils sont sur l'académique, là, directement. Ils font un classement, ils fonctionnent comme un jury, c'est-à-dire ils commencent à regarder. Bon, ils regardent, pour les extrêmes, en quelque sorte, ils vont pas aller trop dans le détail du dossier, mais par contre, ils vont fonctionner comme un jury après, de façon beaucoup plus détaillée, pour se dire, etc. Alors, ces notes, évidemment, en France, c'est pas tellement par rapport au lycée d'origine, c'est que de toute façon, quand on a été prof, moi j'ai été prof, on note, je veux dire, on ne fait pas que des notes pour sélectionner les jeunes. Quelquefois, on les note pour les faire progresser. Heureusement, ça existe dans notre système, en particulier par exemple en EPS, où ils savent très bien faire ça. Et je veux dire, mais tout est dans le bulletin. Alors après, on peut se dire, effectivement, mais est-ce que tel prof dans le même lycée va noter de la même façon qu'un autre prof ? Oui, surtout non, que les notes sont aujourd'hui très très élevées. On a des taux de réussite au bac qui sont... Vous avez des notes très élevées pour une partie des gens. Encore une fois, vous ne le disiez jamais. Enfin, il y a des bacheliers professionnels, qu'il y a des bacheliers technologiques, et qu'il y a aussi... non, mais là, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le taux de réussite au bac est extrêmement élevé. Les commissions d'examen des vœux, ils ne travaillent pas sur les notes du bac, ils ne les ont pas. Ils travaillent sur les dossiers du bulletin scolaire. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a, par exemple, à la fin des années 80, il y avait 1% de mention très bien. Aujourd'hui, on en est à 14%. Donc, ça veut dire qu'il y a une inflation des notes. Kidish Makanda, est-ce que vous prenez en compte, vous voyez aussi cette inflation des notes, bien sûr, sur les bulletins. Comment vous arrivez à distinguer un élève plutôt qu'un autre ? Alors, nous avons plusieurs critères parce que, comme je vous disais, on n'a pas que les notes. Donc, bien sûr, on regarde les notes parce qu'il y a le niveau d'excellence de l'école. Donc, on a besoin d'étudiants qui ont un beau parcours académique, mais nous ne regardons pas que la note de la dernière année et pas que la note du bac. De toute façon, les notes du bac arrivent plus tard. Mais nous, en fait, c'est vraiment la progression de l'étudiant dont nous tenons compte. Et à ça, nous ajoutons toute cette partie dont je parlais d'extrascolaire. Donc, pour ne pas nous limiter qu'au niveau académique, ce qui, quelque part, peut nous poser des problèmes quand on a un excellent étudiant de Franklin qui n'est pas pris, alors que l'étudiant moyen est pris chez nous, parce que ce n'est pas le seul élément qui compte dans la sélection. La moyenne de la classe aussi, plutôt, est-ce que c'est plutôt là-dessus? Pas forcément. On regarde vraiment la moyenne de l'élève, donc sur les 3 années de lycée, pas que sur l'année terminale. Donc plus on a de notes, mieux c'est pour nous, pour évaluer le candidat. Et ensuite, on regarde ce
ce que l'étudiant fait au niveau extrascolaire. Et après, c'est à l'entretien où là, on va aller vraiment sur la motivation de l'étudiant et aller un petit peu plus loin. Séverine Maestri, est-ce qu'il y a un stress pour les familles? Parce qu'aujourd'hui, on est sélectionné sur finalement le parcours en première, le parcours en terminale. Donc ça commence assez tôt, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, les épreuves du bac vont être au mois de juin. Donc c'est une angoisse qui commence dès la fin de la seconde, finalement. Au collège même. Hein. Ah oui. La sélection à la fin du collège, elle existe quand même. Oui, ça commence en troisième. C'est pour certains en quatrième. Non, en gros en Et troisième. désormais, il faudra avoir le brevet. Hein. Oui, Non, et en mais- plus, il faudra bientôt. C'est ce qu'ils ont dit, oui. Oui. Enfin, c'est pas encore Oui, alors le brevet, tout le monde l'avait, hein, donc c'est quand même pas une énorme surprise. Il suffit d'avoir le brevet pour passer en seconde. Oui. Là, quand même, Oui. pareil, hein, les taux de réussite sont quand même près de 100%. Bah, en fait, à la fin du collège, il y a déjà la première question qui se pose, c'est est-ce que je vais prendre une voie professionnelle, technologique ou générale? Bien Donc sûr. déjà, voilà, il faut un petit peu... C'est pas aller toujours chercher. un choix, ça. Parfois, on nous Malheureusement, l'impose. c'est pas toujours un choix, C'est pas mais ça toujours le un devrait. Ça le devrait. Enfin voilà. Bon, après c'est un autre débat. Hein. Mais et ensuite, en fin de seconde, effectivement, il y a le choix des spécialités. Et en fin de première, enfin bien avant la fin de première, parce que déjà on leur dit au premier trimestre, pensez déjà à la spécialité, enfin aux spécialités que vous allez conserver l'année d'après. Donc oui, c'est vraiment un stress au long cours, j'allais dire, assez diffus. Mais bon, en même temps, ils sont quand même bien accompagnés. Et puis, pour revenir à Parcoursup, franchement. Il suffit d'aller simplement regarder la plateforme, même avant qu'elle ouvre, même si les informations. Mais ouais, enfin tout est clair, la sélection, la prise en compte parfois de publics un peu spécifiques, les aides à la scolarité, enfin tout est mis. Il suffit juste. Ça peut ne pas être forcément très joli comme interface, mais franchement au niveau des informations. C'est une mine. Hein. Oui, moi, je me pose toujours une question, parce que je partage votre avis. En plus, elle s'est étoffée, la plateforme. Il y a vraiment tout, quoi. Et il y a 23 000 formations. Et il y a des jours où je me dis, mais ça veut dire qu'on ne peut pas reprocher à Parcoursup de ne pas informer, au contraire. Mais je me demande, des fois, je me dis, mais il y en a peut-être trop. C'est-à-dire un jeune, je veux dire, c'est là qu'il faut vraiment que les profs arrivent à... Mais c'est pas facile non plus pour les profs, hein, arrivent à les accompagner. Je veux dire, ils se retrouvent devant tout ça, il va falloir qu'ils se disent, c'est énorme en fait. Puis ils n'ont pas toujours le temps, les profs, parfois on leur met beaucoup de choses sur le dos. Puis il y a quand même un gros changement, c'est qu'aujourd'hui, on affiche beaucoup plus clairement les critères de sélection, alors qu'avant, c'était tabou finalement. La sélection dans le supérieur, c'est plus un sujet tabou? La sélection dans l'enseignement supérieur, elle existe depuis la nuit des temps, sans qu'on dise rien, sur bien plus de la moitié des formations. Par exemple, les écoles de commerce, par exemple les CPGE, les IUT, les BTS, les écoles d'infirmières, etc. Elle a toujours existé. Simplement, ce qu'a changé la loi OR, c'est que, au lieu de faire premier arrivé, premier servi dans les licences, ou bien le tirage au sort d'APB, elle a introduit un classement quand la licence n'a pas assez de place pour tout le monde. Bah oui. Hein, là, un classement, si vous voulez, en fonction des compétences acquises par rapport à la réussite dans la formation en question. Voilà. Ça, c'est une révolution, finalement. Mais ce n'est pas une révolution. Personne n'a considéré que c'était une révolution de faire la même chose depuis la nuit des temps en CPGE, pire que la même chose. Dire non à des candidats, parce que les CPGE... Donc les classes préparatoires. Hein. Les classes préparatoires, les IUT, les BTS, tous les autres, non seulement ils classent, mais ils ont le droit de refuser. Et une licence n'a pas le droit de refuser des candidats. Mais simplement, elle les classe quand elle n'a pas assez de place. Mais il y a des licences qui ont assez de place. Elles prennent tout le monde. Prennent tout le monde. Bah, bien sûr. Mais il y a quand même un tabou quand même qui est tombé, parce qu'aujourd'hui, de faire des lettres de motivation pour des licences universitaires, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Il y a un tabou à l'université. Pas sur l'enseignement supérieur, à l'université en fait. Et ça a été accepté quand même, finalement, assez facilement. Un peu long, mais ça a été accepté. Non, ça y est, c'est fini, ça, ce sujet. Kiddish Makanda, il y a quand même un sujet, on en parlait avec Emma, avec UCAS, sur finalement l'enseignement à l'étranger, l'enseignement en anglais en France, puisqu'aujourd'hui, en licence, par exemple, on ne peut pas enseigner en anglais. Vous proposez des formations où on parle anglais. Il y a une vraie concurrence des universités étrangères pour les écoles de commerce ? Oui. Une vraie concurrence, et nous on le voit justement au niveau du bachelor.
parce que on le voit au niveau de la fin du bachelor quand les résultats UCAS arrivent au mois d'août. Où là, les étudiants français surtout, parce qu'on a beaucoup d'internationaux dans nos programmes, ce qui est très bien. Enfin, on a différents types de bacs, mais on a beaucoup de bacs français. Alors les étudiants français, quand ils ont la possibilité, quand ils ont le niveau d'anglais, quand ils ont l'excellence académique, ils ont peut-être envie d'étudier directement en Angleterre plutôt que d'étudier en anglais en France. Et donc on a cette concurrence de UCAS au mois d'août où les étudiants choisissent, même s'ils sont pris chez nous, s'ils sont pris à la LSI par exemple, ils préfèrent partir en Angleterre. Donc la concurrence existe vraiment. On pourrait envisager un Parcoursup européen, non? Je ne sais pas, ça serait possible ça? Pourquoi pas? Tous les pays utilisent le même algorithme, hein. C'est l'algorithme de base qu'on appelle l'algorithme des mariages, qu'elle s'appelait. Il est en usage dans tous les pays européens. Mais un Parcoursup européen, ça serait pas mal, parce que déjà, si vous voyez on va donner des idées. Il faudrait une sacrée équipe pour gérer ça, quoi. Oui, ce serait quand même une sacrée usine à gaz. Merci beaucoup d'être venu à cette émission dédiée à Parcoursup. Et on va souhaiter bon courage à toutes les familles qui vont nous voir. Et à tous les jeunes. Merci beaucoup et à très bientôt dans Paris d'École.